Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre 4e sujet. Nous parlons du Togo et des élections. À chaque camp, son explication des résultats. Alors, nous avons connu des élections législatives et régionales ce 29 avril 2024. Les résultats de ces deux scrutins, résultats provisoires, du moins, sont connus pour le compte des législatives. Autant pour les régionales, c'est le parti unique qui rafle la très grande majorité des sièges. Pour les régionales, oui, pour les régionales, il n'y restait que 42 sièges, 39 pour l'opposition, 3 pour les partis indépendants ou bien les candidats indépendants. Pour les sièges à l'Assemblée nationale, 613, il ne restait que 5 pour l'opposition et 108 pour unir. Alors, donc, au regard de ces résultats, chacun est monté au créneau pour donner les raisons. Certains crient à la fraude, au bourrage d'urnes, à toutes sortes de manipulations. D'autres viennent justifier qu'au regard de la situation, on ne pourrait assister qu'à ces résultats parce qu'en face, il n'y a pas eu vraiment de concurrence. Et chacun justifie ces résultats. Nous avons eu la chance, il y a de cela quelques semaines, d'avoir parmi nos invités des gens qui sont candidats, qui avaient profité de nos antennes pour dire qu'ils étaient candidats. Emmanuel Vivien-Tomi, candidat au régional dans l'AV, pasteur Edo Komi, candidat au régional et au législatif dans le Golfe. Bon, Robert Kossigan à côté qui n'a pas été candidat, mais bon, qui aurait fait la campagne, qui a soutenu des candidats, voilà, juste dans son milieu, soutenu fortement. Non, vous aurez le temps, chacun aura le temps de justifier ce qui se passe. Le plus pragmatique du Togo. J'ai pas le moment, Robert Kossigan, permettez-moi de terminer mon introduction. Alors, avec ces candidats ou bien avec nos invités du jeudi, nous nous retrouvons pour analyser ces résultats et chacun donne son explication des résultats. Et je vais vous donner la parole en premier. Pasteur Edo Komi. Merci. Vous n'avez pas pu obtenir le siège que vous voulez. Comment l'expliquez-vous? Non, avant toute chose, je l'avais déjà dit plus haut. Je voudrais remercier ces Togolaises qui ont porté leur choix, qui nous ont donné leur voix dans Golfe, dans Vaud et dans Agoé. Malheureusement que ces voix n'ont pas suffi pour que nous puissions avoir un siège à l'Assemblée nationale. Néanmoins, nous avons un siège au Conseil régional dans Golfe. Donc sur les 11, nous avons un siège. Ce n'est pas mauvais, même si nous sommes déçus parce que nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Et l'on sait les conditions dans lesquelles ces élections sont. Donc, je voudrais remercier tous ces gens-là qui ont cru en nous et qui nous ont donné leur voix. Bon, donc, voilà, je tiens vraiment à les saluer et aussi profiter pour faire peut-être sûrement une mise au point par rapport à la situation que nous connaissons. Je le dis, le Togo nous appartient tous et personne n'a le titre foncier sur le Togo, y compris le pouvoir, l'opposition et la société civile. Nous devons exister. On a l'impression que c'est un seul camp qui existe et ce n'est pas bon pour ce camp. Je le dis toujours que ce camp peut être demain dans l'opposition et l'opposition peut venir au pouvoir. Tout est possible. Tout est possible et ça sera fait. Et donc, moi, ce que je dis à la société civile comme à l'opposition, je ne pense pas que notre ambition, notre vision, c'est de faire du mal à ce pays. Non, je ne pense pas. Comme on a l'impression, comme les gens le disent, ont l'habitude de le dire. Et donc, par rapport à ces scrutins, nous avons compris quand même, il y a des pratiques qui ne sont pas bonnes. Et la jeunesse togolaise ne peut pas se donner à ce genre de pratiques. Parce que c'est une forme de manipulation, c'est qu'on manipule la jeunesse pour quelques gains juste de circonstances. Et ce n'est pas normal. Donc je tiens vraiment à faire cette mise au point très importante. Alors, les résultats. Vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, que d'aucuns disent que l'opposition, c'est-à-dire l'opposition n'est pas sur le terrain. J'ai cru entendre quelque chose comme ça parce que c'est ça qui a justifié les résultats que nous avons. Non, de grâce, je ne pense pas on ne peut pas empêcher
on a plusieurs fois empêché les partis politiques de l'opposition d'aller sur le terrain. On a interdit les manifestations. Et ça, c'est depuis 2020, au nom de Covid-19. Depuis 2020, cette interdiction n'est pas levée, n'est pas vraiment levée. Et chaque fois que l'opposition veut faire ceci, veut manifester, veut aller faire des réunions, on les interdit. Alors comment peut-on interdire aux gens d'aller sur le terrain et de dire au même moment qu'ils ne sont pas sur le terrain? Ce n'est pas normal. Par quelle magie ils peuvent être sur le terrain si on les interdit? Je pense quand même que ça a beaucoup joué. Et l'opposition était restée toujours dans la capitale, voulant faire des trucs. Dès qu'on sort, il y a des préfets, il y a des maires zélés qui bloquent leurs activités. Je ne pense pas que c'est bon pour la démocratie, pour les principes démocratiques. C'est parce que vous avez été empêché d'être sur le terrain que vous avez eu ces genres de résultats. Oui, mais c'est normal. Okay. Parce que comment est-ce que la présence de l'opposition peut être visible sur le terrain si à chaque fois, on les a toujours interdits d'aller sur le terrain. Ça c'est très important. Et ça aussi a participé. Parce qu'au même moment où on interdit à l'opposition d'aller sur le terrain, au même moment, les membres du gouvernement, d'une manière ou d'une autre, il y a des associations, des agences, tout ça là, qui sont sur le terrain faisant de la campagne pour le parti au pouvoir. Et ça, je ne pense pas que je suis en train de dire quelque chose de nouveau sur ce plateau, tout le monde le sait. Donc, à la lueur de ces résultats et voyant les conditions dans lesquelles ces élections ont été organisées, j'avoue sincèrement que ce n'est pas ça les élections démocratiques. On a organisé les élections pluralistes, mais pas des élections démocratiques. Pluraliste parce qu'il y a beaucoup de candidats. Démocratie, antidémocratie parce que on n'a pas permis le jour de scrutin librement que les citoyens s'expriment. Parce que il y a eu des actes, il y a des trucs d'intimidation, où il y a des gens même à certains niveaux. Ça, je le dis sincèrement parce que si on ne fait pas une analyse profonde de la situation de notre pays, on n'est pas en train d'aider ce pays à avancer. Et donc c'est pourquoi nous, on a estimé qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a des endroits où moi-même je suis présent, où par exemple, on demande, les membres du bureau de vote demandent aux gens, oui, s'il faut aller voter, c'est-à-dire on donne l'impression, on fait l'impression, on met la main sur un logo pour dire, bon, voilà. Et plusieurs fois, ça je crois que ces membres me regardent. J'ai plusieurs fois interviewé pour dire non, ce que vous faites, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un d'aller voter, vous avez mis le doigt sur le logo pour dire que vous êtes en train de l'aider à aller voter. Il n'a pas, si l'électeur a besoin de votre aide, il va vous le demander. Mais il n'a pas besoin. Donnez-lui le bulletin, il va aller voter. Et les bourrages durs, comme on a dit, qu'on ne veut ou pas, tout ça là, ça a été vrai sur le terrain. Et je crois que ça a contribué à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais à la lueur, au regard de ces résultats, est-ce que tous ceux qui se disent, ceux qui ont raflé les chaises, est-ce qu'ils sont fiers d'avoir raflé ces chaises dans ces conditions-là que nous sommes en train de décrire? Ce n'est pas du tout normal. Et je pense que dans une démocratie, on a besoin de l'opposition. On a besoin de l'opposition pour des voix critiques, c'est-à-dire pour ne pas s'allier sur ce qui se fait, mais pour donner leur vision de choses qui permet au parti au pouvoir de pouvoir avancer. Donc, tout ce qui a été organisé le 29 avril prochain, il faut avoir le courage de dire qu'aujourd'hui, les résultats sont là, mais est-ce que ça reflète de l'image de ce qui a été fait sur le terrain? Si on voit toutes les irrégularités, si on voit les graves, toutes les graves irrégularités qui ont été commises sur le terrain. Donc, moi je dis, le Togo a beaucoup organisé les élections. En principe, on devait s'améliorer. Mais si on ne s'améliore pas et qu'on se rend compte que c'est pire que ce qui avait été souvent organisé, je crois que c'est du recul. Pour moi, c'est du recul. C'est du recul et ce n'est pas bon. Les résultats sont là. La Cour constitutionnelle et la Cour suprême seront les maîtres à décider, à dire exactement ce qui s'est passé. Les recours, certainement, vont aller vers ces institutions-là. À elles de dire le droit et peut-être et sûrement de rentrer dans l'histoire comme le Conseil constitutionnel au Sénégal l'avait fait. Donc voilà ma première lecture sur ce plateau par rapport à ce qui a été fait. Comme je le dis, je le répète encore, on a organisé les élections pluralistes,
mais pas des élections démocratiques. En tout cas, c'est vous, votre lecture de ce qui explique ces résultats qui ont été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Emmanuel Viviane Tomi, comment analysez-vous ces résultats? Vous avez été candidat dans l'AV, candidat pour ces élections régionales. C'est important de remercier tous les Togolais qui ont cru au vote, je le disais à l'instant, je le répète, et qui continuent par croire au processus démocratique dans notre pays. C'est important de remercier tous ceux qui ont voté pour moi dans la préfecture de l'AV et ceux qui ont voté pour ma formation politique, l'Union des forces de changement, et tous ceux qui ont voté pour l'opposition. Je suis opposant, je suis de l'opposition, ce n'est pas que je prêche pour ma chapelle, mais je pense que au vu des résultats de ces élections, nous devons quand même faire une analyse au niveau de la classe politique, pas seulement de l'opposition. Que ce soit l'opposition comme le parti au pouvoir, nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous en sommes arrivés là? Parce que vous savez, quand deux équipes vont jouer, l'équipe de la Pintade et l'équipe du Poulet, et quand les deux équipes se retrouvent d'abord sans grand monde au stade de Kégué, parce que là, il faut se poser la question de savoir pourquoi il n'y avait pas beaucoup de monde. Hein? Donc, beaucoup ne sont pas venus pour voir le match. Pourquoi beaucoup ne sont pas venus pour soutenir les deux équipes ou pour soutenir le match? Donc, on doit se poser la question d'abord, que ce soit au niveau de la Pintade comme du Poulet, pourquoi il y a eu cette forte abstention. Je ne veux pas parler des chiffres, mais nous savons, nous tous, que les Togolais, dans une grande majorité, ont refusé de voter. Pourquoi ils ont refusé de voter? Nous devons l'analyser. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'actualité immédiate qui a poussé certains citoyens qui avaient pourtant la carte d'électeur à ne pas se présenter? Mais selon les chiffres de la CENI, on a plus de 60% de taux de participation. Ça c'est les chiffres et c'est d'une façon globale. Oui. Parce qu'à certains endroits, ça n'atteint pas 32%. Effectivement. Et à certains endroits, ça peut dépasser légèrement les 50%. Ce chiffre même est à interroger. Et donc, ce chiffre de 61% est interrogé. Oui, ça, c'est sur l'ensemble du territoire. Oui, bien sûr. Donc, on sait, nous savons nous tous que beaucoup de Togolais ont refusé de voter, carrément. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, quand les deux équipes jouent et qu'une équipe arrive à gagner en 90 minutes avec un score de pratiquement 108 buts contre 5. Bon, on va se poser la question, est-ce que l'équipe du Poulet, là, l'équipe de la Pintade était tellement nulle ou bien n'était pas en bonne forme? Oui, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que en 90 minutes, en 90 minutes, une équipe puisse marquer jusqu'à plus de 100 buts? Si vous marquez plus de 100 buts, soit vous êtes une équipe vraiment super, ou bien vous êtes l'équipe chouchou, l'équipe idolâtrée, adorée. Et donc, ça, nous sommes en politique, on doit faire cette réflexion. Et est-ce que ça encourage d'abord l'électorat à continuer par voter? Est-ce que ça encourage les acteurs politiques à se positionner pour aller en compétition électorale? Je crois que toutes ces réflexions méritent d'être menées. Je ne suis contre personne. J'ai beaucoup d'amis au sein de toute l'opposition comme au sein du Parti Uni. Mais nous parlons de notre pays. Je disais la semaine passée qu'en principe, nous devons tout faire dans notre processus démocratique pour que l'alternance ne soit pas comme une pilule amère. C'est-à-dire qu'on n'ait pas peur de rentrer dans l'opposition. Qu'on n'ait pas peur de venir au pouvoir. Unir peut aller aussi bien dans l'opposition, pourquoi pas devenir chef de file de l'opposition, et les partis d'opposition ou un parti d'opposition peut aussi prendre le pouvoir et diriger ce pays. Le CUT avait déjà dirigé alors, comment Togo. Analysez-vous jusque-là? J'en viens. Rapidement, puisque le temps est contre nous. Alors, aujourd'hui, ces résultats sont catastrophiques. Ces résultats sont décevants. Ces résultats ne reflètent pas nécessairement les réalités du terrain. Parce que vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en amont. Prenons juste le temps, je ne vais pas parler de la pré-campagne, je parle de la campagne.
quand l'équipe de la Pintade se débrouille sur le terrain pour faire échauffement, ainsi de suite, et au même moment l'équipe du Poulet ne perd pas son temps, distribue un peu de bonbons, distribue un peu de biscuits, donne même des sacs de riz, ainsi de suite. Je crois qu'aujourd'hui revient aux institutions de la République de nous situer sur ce qui s'est passé réellement au cours de ces élections et de la campagne. La Cour des comptes a également un rôle à jouer, au-delà de la Cour suprême qui va donner les résultats, les vrais résultats, parce que les résultats que nous avons ne sont que des résultats provisoires. Oui. Ça aussi, c'est important de le préciser à nos concitoyens. Les résultats ne sont pas encore définitifs. Oui. Ce sont des résultats provisoires. Les résultats définitifs seront donnés par la Cour suprême pour les régionales et la Cour constitutionnelle pour les législatives. Et la Cour des comptes va nous faire aussi une sortie pour dire voilà comment ça s'est passé. Parce qu'au vu de la loi, il y a des plafonds pour la campagne. Maintenant, quand on regarde dans les milieux ce qui a été dépensé par l'équipe du Poulet et l'équipe de la Pintade, on voit qu'il y a une grande différence. Attention, l'opposition a fait de son mieux pour ce double scrutin. Non, je vais chuter. L'opposition a fait de son mieux pour ce double scrutin. Nous devons en tirer les leçons, mais attention, rappelons-nous très bien, le pays appartient à tout le monde, qu'on soit du parti des Poulets comme du parti de la Pintade. C'est le pays qui nous appartient à nous tous. Merci. Et en toute chose, faisons pour que le pays gagne. Tommy. Alors, Robert Kosigan, quelle lecture faites-vous des résultats? Comme on l'a dit, chaque camp fait sa lecture des résultats et c'est selon chacun finalement. Vous savez, comme l'a dit le président du parti que moi j'ai supporté au cours de cette élection, c'est le Togo qui a gagné. Le nom du parti? C'est le Togo qui a gagné. UNIR a toujours dit que quel que soit le résultat, c'est le Togo qui aurait gagné. Je vais profiter de cette tribune pour dire que c'est sciemment UNIR a choisi ses symboles, le bleu. Le bleu, c'est l'air, c'est la respiration. Vous comprenez? C'est le souffle, c'est l'écoute, la communication et le partage sur un fond blanc qui signifie la paix. Ça ne sert à rien de se tirailler sur ce plateau. Les Togolais ont choisi le parti en qui ils ont... On a intérêt à se tirailler. Vous savez, les résultats de UNIR ne viennent pas de ces 2 semaines de campagne. Ces résultats ont été construits durant des années. D'autres, dans certaines localités, c'est sur plus de 10 ans que ces résultats ont été construits. Moi, je vais conseiller vivement à ceux qui ont perdu ces élections. D'abord, expliquez-nous comment vous... Les résultats définitifs ne sont pas encore... Pourquoi je dis ces résultats ont été construits? Ces résultats ont été construits quand UNIR, dans certaines localités, perdait. Alors, qu'est-ce que UNIR a fait? Il a réussi à s'introduire dans ces différentes localités en installant ses bureaux, en travaillant sur le terrain, en apportant des solutions aux problèmes quotidiens des populations dans la mesure du possible. Voilà. Nul ne peut dénier aujourd'hui, dans certaines localités, dans certaines préfectures, les efforts que les élus et les cadres de UNIR de ces localités déploient du jour le jour, contrairement aux autres qui se targuent de leur logo ou de leur appartenance à l'opposition. Vous savez, si UNIR a eu beaucoup de résultats, c'est parce que UNIR a pris cette élection très au sérieux. Prenons d'abord les positionnements sur les listes. Prenons les localités. Toutes les préfectures, toutes les localités ont vu leur cadre être candidat pour alors apporter du changement dans ces localités en gagnant ces élections haut la main. Contrairement à l'opposition qui a réuni ses chefs dans le Golfe et à Guenivé, prenez les préfectures une à une. Les cadres de UNIR ont pris sur eux de se présenter à ces élections-là dans leur localité ou en soutenant les candidats de leur parti.
Tous les leaders Il y a eu beaucoup de stratégies développées par UNIR dans toutes les localités. Et cela sur le travail de longue haleine qui a fini par payer. Je vous dis que les résultats là, si au côté méridional du Togo, il y a eu beaucoup d'abstention, de l'autre côté, il n'y a pas eu un taux d'abstention notoire. C'est parce que les élus UNIR, qui ont toujours gagné dans ces localités-là, ont inculqué à ces populations que le seul moyen de participer activement au changement de notre de participer activement à la vie politique de cette nation, quand même, hein. Non, à la vie politique à la vie politique de la nation, c'est d'aller accomplir leur mission civique, leur devoir civique en votant. Mais ici, les gens ont su démobiliser beaucoup de personnes dans la partie méridionale. Reconnaissons ça. Depuis les élections manquées de l'opposition de 2018, ça a marqué beaucoup d'esprit. Moi, j'ai dit, même si les gens, la fois dernière, au dernier recensement, si les gens ils sont allés nombreux pour obtenir ou pour se faire établir leur carte d'électeur, ce n'est pas nécessairement pour voter dans la partie méridionale. C'est à cause de ce filet social novici. Les gens ont pensé qu'éventuellement, il y aura encore peut-être une calamité. Dirige le pays? Il y aura encore une calamité. Alors, ils se sont fait ces cartes-là, nécessairement pour aller voter. Et donc, les adversaires politiques de UNI, qui, alors, ont fait du parti méridional leur fief, là où on vote beaucoup plus si pour eux, vous savez, ces gens-là n'ont pas su trouver les mots qui puissent alors encourager leurs supporters à aller voter pour eux. C'est pourquoi vous allez constater que seuls les sympathisants d'UNI du parti méridional sont partis voter et accompagnés de quelques militants des partis de l'opposition traditionnelle ou des nouveaux partis émergents. Maintenant, pourquoi l'opposition ne peut, tous ceux qui se réclament de l'opposition ne peuvent pas aller à ces élections en un rang unitaire? Peut-être que ça peut changer la donne. Merci beaucoup. À vous. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Non, mais en tout cas, je suis très peiné et attristé parce que mon co-débatteur vient de dire, et je ne crois pas que ce n'est pas sincère. Je l'avais déjà dit. C'est le mot de fin. Je l'avais déjà dit plus haut que l'opposition, les partis politiques de l'opposition, de la société civile, ne sont pas souvent autorisés à aller parler au peuple. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Et ça, je suis sur plateau, je ne mens pas. Je n'ai pas le truc de mentir. Je ne mens pas. Je le dis. Je le dis. Alors, quand on me dit aujourd'hui que on va répondre aux besoins des citoyens. Tout à fait. Allez juste dans la préfecture de Zio, préfecture de Adédé, je le dis bien, Zio, où il n'y a pas de l'eau. Il y a pas de l'eau. Vous allez à TV, il n'y a pas de l'eau. Il y a des problèmes d'électricité un peu partout. Toi, mais pendant longtemps, tu as demandé à l'électrification du village d'Aklikame. Je salue les gens d'Aklikame qui n'ont pas d'électricité. Alors, est-ce que ça répond aux besoins des citoyens? Ça, je crois que ce n'est pas normal. Que la population ce n'est pas normal. Je m'en vais juste pour dire que nous tous, nous avons vu le tremblement de terre. C'est un véritable tremblement de terre, ce qui s'est passé, et qui n'est pas accompagné, qui n'est pas fondé. Il n'y a pas de fondement à cette victoire de l'UNI. Et je souhaite, pour finir, parce que le temps nous talonne, pour dire que, je continue par le dire, l'opposition peut venir au pouvoir demain. Et l'UNI peut rentrer dans l'opposition. Faisons les choses de telle sorte que demain, quand l'UNI sera dans l'opposition, qu'ils aient de manœuvre, un peu de manœuvre pour pouvoir exister. Parce qu'en voulant étouffer les gens, à tout moment, ce n'est pas normal. Si demain, ça s'applique ainsi, comment est-ce qu'ils peuvent survivre? Et profiter, lancer un appel au peuple togolais que l'élection, participer au vote, c'est un droit, un devoir citoyen. Et c'est le seul moyen pour parvenir au changement. L'abstention que nous avons reconnue, justement, il faut reconnaître qu'il y avait un fort taux d'abstention au côté méridional. Même si on nous donne des chiffres fanfaronnants ou non, on l'accepte ainsi parce qu'on n'est pas là. Il faut participer aux élections si nous voulons le changement.
Merci beaucoup, Pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci d'avoir répondu. Responsable de la voix des sans-voix. Responsable de la voix des sans-voix, effectivement. Merci beaucoup. Emmanuel Vivien Tomi, vos mots de fin. Oui, juste pour dire que, d'abord, ce qui s'est passé donne à réfléchir et nous devons tous nous pencher là-dessus. Qu'est-ce qui prouve ces résultats? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la classe politique pour qu'on en arrive là? Parce qu'une fois encore, une compétition électorale, ce n'est pas d'abord la guerre. Hein. Ce n'est pas parce que aujourd'hui unir à 98% ou 99% que les acteurs politiques ne vont plus exister. Mais si nous allons à des compétitions où un seul parti a pratiquement 100%, je pense que nous devons réfléchir à ce qui s'est passé. Quelles sont les causes fondamentales? Qu'est-ce qu'il y a eu comme faille au niveau de l'opposition? Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme apport du parti au pouvoir pour qu'on en arrive là? Pourquoi les électeurs n'ont pas voté? Pourquoi les citoyens se sont abstenus? Là aussi, il faudra trouver une solution. Et il faut reconnaître également que l'opposition, toute l'opposition n'a pas les moyens que le parti au pouvoir a effectivement pour ces élections-là. Et ce qui a été utilisé sur le terrain, on a vu. Et donc, lancer un appel à tous les Togolais pour qu'on comprenne que le vote reste toujours un devoir et un droit, et c'est le seul moyen pour nous d'arriver une fois pour de bon à l'alternance pacifique, à l'alternance politique et au changement. Donc, merci il ne faut pas se décourager de voter, rien n'est perdu, tout recommence. Directeur général de Plumly, vous êtes également conseiller en communication politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Robert Kossigan, écoutez vos mots de fin rapidement. Rapidement, je vais répondre au dernier passage de l'intervention de Pasteur Edo. Si Zio et certaines localités de la partie méridionale du Togo n'ont pas peut-être les infrastructures qu'il faut, c'est faute aux députés c'est la faute aux députés de l'opposition à qui ils votaient. Parce que à l'Assemblée nationale, il y a le programme d'investissement public. S'ils avaient mis les députés les requêtes, s'ils avaient mis les besoins c'est plutôt de ces populations, du gouvernement. S'ils avaient mis dans ce programme-là les besoins de ces populations, et s'ils se sont organisés pour faire un lobby. Écoutez, non, je dois lui répondre. Ce n'est pas la faute à l'UNI, mais c'est la faute aux députés de l'opposition à qui, après le gouvernement, ne retournent jamais, voir leur population et ne mettent jamais dans le programme d'investissement public. C'est le gouvernement qui offre les services sociaux de base aux populations. Les besoins de ces populations. Le député vote la loi, le député contrôle l'action du gouvernement, c'est tout. Je voudrais dire pour finir, la victoire de UNI, c'est la victoire du peuple togolais. Non. Donc, restons unis. Et il n'y a aucune élection dans le monde entier qui est parfaite. Les imperfections ensemble, la classe politique togolaise doit travailler pour les corriger, pour alors une bonne émancipation et le développement socio-économique du Togo. On ne peut pas respecter un apprentissage pour longtemps. Longtemps en apprentissage. L'apprentissage dure 3 ans, 5 ans. Donc, s'il vous plaît, 20 ans d'apprentissage, ce n'est pas normal. Venir à gagner les élections haut les mains, c'est tellement clean, c'est tellement transparent que vous devez tirer le leçon de l'organisation. Malheureusement, on n'est plus en débat. Vous êtes en vous-même en disant ça. Vous êtes analyste politique, président de l'Alliance Jeunesse Développement. Merci beaucoup à vous, Richard Koufanga et Komlagan Messi à la réalisation. Merci à Fofogolo à la caméra, à Prudence Makoui à la diffusion. Grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Et à jeudi prochain. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Le plateau.